Bon, bien sûr, pas de conclusion. Quelques impressions que j'ai retirées de ces 3 jours. Et c'est donc plutôt des conclusions pour moi-même que des conclusions qu'il vaudrait pour les autres. D'abord, cher François, ça a été un très bon cru. C'est toujours un cocktail extrêmement... et oui. C'est toujours un cocktail réussi, ces rencontres de Cannes. Mais je trouve que là, vraiment, sans aucun temps mort, on a eu pendant 3 jours des débats en permanence remarquables par leur qualité et remarquables aussi par leur pluralisme et la qualité de ce pluralisme, la façon dont on s'est écouté, répondu, même pour certains qu'on entend parfois moins sur d'eux ou plus sur d'eux. Voilà, il règne ici une atmosphère qui permet qu'on se dise les choses avec une petite chance qu'elles soient entendues par tous ceux qui sont là, et je trouve que c'est formidable. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Que le vainqueur à la citation, ça m'a plutôt plu parce que je l'aime bien, ça a été Tocqueville. Vous me direz, pas très surprenant, pas mal quand même, appelé à relire Tocqueville. Je suis pour. Relative surprise, parce que c'est un débat en France et que les Français n'arrêtent pas, à propos de la démocratie, de parler des institutions. Et on adore les débats constitutionnels, notamment dans la classe politique. Très peu de références aux institutions. Bon, en tout cas, je n'ai pas entendu du tout, et ça c'est une nouveauté pour les rencontres de ce type, la moindre défense de la Ve République telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Le mieux que j'ai entendu, c'est de dire qu'il faudrait rééquilibrer les pouvoirs, faire attention de ne pas aller plus loin encore dans les pouvoirs suprêmes du président de la République, mais pas cette habitude de défense de la Ve République. J'ai noté mon échec relatif sur un point par rapport à mes injonctions de président de la première séance, d'introducteur de la première séance. J'avais parmi les thèmes auxquels je tenais aujourd'hui dans l'actualité cité l'endroit où on mettait le curseur entre les libertés individuelles et la défense de la sécurité des citoyens, dont j'avais dit que cette position dans le curseur m'inquiétait de plus en plus. Je dois dire que je n'ai guère été suivi sur ce point et que les rares qui ont cité ces problèmes de liberté individuelle m'ont plutôt paru aller dans l'autre sens et reconnaître qu'il y avait des nécessités sécuritaires plus importantes. Bon, tant pis, je regagnerai mes arguments pour un prochain colloque. Puisque je suis de ceux qui considèrent la démocratie comme un idéal, j'ai noté un certain nombre de choses fortes sur... puisque j'avais, précédant un tout petit peu Francis Wolff là-dessus, j'avais moi-même essayé de faire cette périodisation sur les moments de montée des régimes démocratiques, puis de leur reflux et de l'état où nous en étions. J'ai noté un consensus, pour moi assez surprenant, des économistes dans ce qu'ils ont appelé la disparition du capitalisme démocratique. J'ai noté cette phrase. J'entends rarement les économistes dans les débats médiatiques parler de la disparition du capitalisme démocratique. Et ça résumait assez bien toute une partie du débat que nous avons eu là-dessus et qui englobait la baisse de confiance dans les organisations, les institutions, la dégradation de l'image des entreprises et des patrons d'entreprises. À quoi moi je serais tenté d'ajouter pas seulement la disparition des utopies révolutionnaires, bien sûr, ça a sa place, mais je dirais le déclin historique de la social-démocratie et de la droite républicaine. C'est pas seulement en France, c'est dans l'ensemble du continent, des continents, que la social-démocratie me paraît avoir disparu ou être en voie de disparition rapide, tout simplement parce qu'elle a accompli sa mission historique. Tous les grands objectifs de la social-démocratie, de cette
de ce compromis entre le capital et le travail dans la démocratie libérale. Tout cela a été acquis, et tout cela a été de surcroît suivi par les partis de la droite républicaine. Il y a là comme un essoufflement du fait qu'on a accompli son programme et qu'on n'a plus rien à proposer aux citoyens. Il n'y a plus rien qui distingue de ce point de vue les revendications des partis socialistes ou conservateurs européens entre eux. On ne sait plus où aller. Hier encore, le SPD allemand, analysant son impasse, n'a pu que proposer un retour en arrière vers un coup de barre à gauche qui va le condamner encore un peu plus à être à l'écart du pouvoir. On a dans tout ça parlé aussi de la corruption, et on a insisté sur le fait que la corruption était plus ou moins tolérée. J'ai remarqué là qu'à l'applaudimètre, l'exemple le plus cité était celui de Levallois et du couple Balkany. Tiens, je voudrais vous dire que dans ces histoires sur ce que disent les habitants de Levallois, je parle là comme ancien sondeur, ils disent pas... il est honnête, Balkany. Ils disent, bon, il s'en est mis plein les poches. Donc ils reconnaissent la corruption. Mais ils disent qu'en même temps, tout ce qu'il a fait, ça a apporté beaucoup à la ville. Alors c'est pas complètement anormal qu'il s'en soit mis un peu plein les poches. Autrement dit, c'est à la fois la reconnaissance de la corruption, mais un niveau de corruption acceptable vu le nombre de services rendus à la ville, ce que je trouve assez intéressant et assez amusant. Sur ce capitalisme devenu de moins en moins démocratique et son environnement, on a tous été intéressés, je pense, par le débat sur le populisme. Moi, je n'ai pas été très convaincu par cette idée que ce n'était pas bien d'appeler ces mouvements populistes parce que ce serait un terme péjoratif. On parle du régime nazi, c'est lui-même qui s'appelait comme ça, et c'est aujourd'hui plutôt considéré comme péjoratif. Je crois que l'argument ne vaut pas grand-chose. En revanche, je trouve que c'était intéressant de voir ce que c'était que ce style commun des mouvements populistes sur lequel je trouve nous sommes allés plus loin que d'habitude. Ce qui m'a un tout petit peu étonné, c'est que dans l'explication de la montée de certaines de ces formations populistes, notamment dans quelques grandes consultations électorales, on a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé de questions sociales ou d'humiliation sociale. On n'a fait qu'effleurer, à l'occasion d'une question sur le populisme dans les pays scandinaves ou dans les pays riches, on n'a fait qu'effleurer ce qu'on a appelé avec pudeur les variables culturelles. Pourquoi ne pas appeler un chat et pourquoi ne pas dire que ce sont les musulmans qui sont au cœur du psychodrame européen et qu'aujourd'hui, l'hostilité, non pas seulement à l'islam politique, mais à l'islam tout court, sont devenus la référence sur laquelle s'appuient ouvertement les électeurs qui le disent aux sondeurs pour expliquer leur déport de plus en plus important vers les formations. De la même façon que la première des raisons du Brexit, ça n'était pas celle qu'on a citée, mais l'opposition de la majorité des électeurs du Brexit, des Brexitaires, leur opposition à la poursuite de l'immigration, étant entendu que là, l'immigration contre laquelle ils en avaient le plus, c'était plutôt celle du fameux plombier polonais, plus encore, eux, là, que des musulmans. On a parlé de mondialisation. Je rappelle ici que les Français sont beaucoup plus contradictoires, chacun d'entre eux, par rapport à la mondialisation. On dit toujours il y a ceux qui sont dans la mondialisation heureuse et qui sont pour Macron, il y a ceux qui sont contre et qui sont pour les populistes. Non, les Français sont incroyablement divisés personnellement. C'est-à-dire que ce sont les mêmes Français qui nous disent qu'ils sont pour la mondialisation parce que ça permet de voyager plus aisément, de faire des échanges, de découvrir des pays, d'avoir des produits moins chers. Ce serait bon aussi pour les entreprises. En revanche, la mondialisation par les mêmes est considérée comme un danger pour deux raisons principales.
L'une, c'est que ça mettrait en cause notre fameux modèle social, dont vous savez qu'il est, paraît-il, le meilleur du monde. Et le deuxième, c'est la bouffe, quoi. C'est ce qu'on appelle l'art de vivre à la française, ce qui veut dire en fait que voilà, c'est le camembert ou les crus qui doit être protégé face aux technocrates et aux capitalistes de la mondialisation ou de l'Europe de Bruxelles. Pas grand-chose sur l'Europe, un petit peu de référence au problème du souverainisme à propos du populisme. Moins ici, j'ai trouvé, que dans la plupart des rencontres autour de ce type. Si, tout de même, j'ai entendu cette phrase assez formidable d'une de nos oratrices, que l'Europe avait été inventée sur la base même d'une hostilité à la démocratie. Bon, ce qui prouve que l'idéologie est quand même parfois encore toujours dans nos débats. Alors du coup, je vais en rajouter. Je vais dire que pour ce qui me concerne, je suis persuadé que c'est l'Europe qui est une des sources possibles de la régénérescence démocratique sur ce continent dans les années qui viennent. Je crois qu'à bien des égards, notre oxygène démocratique est devenu trop faible pour insuffler des choses extrêmement nouvelles du point de vue des pratiques démocratiques dans chacun de nos pays, mais que c'est peut-être plus faux de le croire au niveau européen. J'avoue que c'est un pari assez lourd que je fais. Comme ça doit être à quelques années, on ne sera peut-être pas là pour faire le point, mais c'est là en tout cas que je place mes espoirs. J'ajouterai encore sur ce point, oui, qu'on a parlé de l'effacement des idéologies. On vient de parler à l'instant de la nécessité de restaurer éventuellement des utopies politiques. Je suis de ceux, puisque j'ai dit que c'était mes conclusions personnelles, je suis de ceux qui ont beaucoup de réticence à l'idée de voir réémerger des utopies politiques qui nous ont quand même apporté pour l'essentiel des drames collectifs considérables. Je préférerais penser qu'il faudrait un certain retour à un certain type d'idéologie politique, mais des idéologies qui ne soient pas non plus des idéologies totalisantes. Je crois qu'on en a assez des promesses de changer la vie, apporter le bonheur. Si quelqu'un a dit hier qu'il faudrait un nouveau programme pour apporter le bonheur à l'humanité, je crois que les citoyens et les citoyens électeurs ont de moins en moins confiance dans ceux qui prétendent apporter le bonheur aux électeurs. Et je crois que Pompidou n'avait pas tort de dire à ses ministres « arrêtez d'emmerder les Français ». Je crois qu'il faut faire attention à séparer tout de même la vie privée et la vie publique. Je crois évidemment que nous avons besoin, en revanche, que je ne sais pas s'il faut appeler ça un projet de société. Je crois que là encore, les termes ont un peu vécu, se fatiguent vite en politique. Mais je crois qu'il est important de donner une logique d'action sur ce vers quoi on propose d'entraîner les électeurs et les citoyens dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Quelque chose qui permette de voir quelle est la cohérence des différents projets, qu'est-ce qui articule une croyance possible autour des programmes des uns et des autres. Ça, je crois que nous en manquons beaucoup. Dans mon dernier bouquin sur Macron, j'ai un chapitre pour essayer de montrer combien cela manque au macronisme et lui manquera s'il entend se pérenniser, à l'évidence. Alors, cela dit, je lui donne quelques indications sur ce qu'il pourrait faire à partir de ses propres phrases, mais je crois en tout cas que ça nous manque en effet. Je pense que, évidemment, la seule candidate aujourd'hui parmi les idées dans le temps pour restaurer les idéologies, c'est évidemment l'écologie et le combat climatique. Et on voit bien aussi que ça ne saurait suffire. D'abord parce que ça a quelque chose de trop unanime pour permettre de situer des véritables débats politiques sur lesquels on puisse se positionner. Et puis parce que tout de même, c'est différent d'être plutôt préoccupé par la fin du monde ou plutôt par la fin du mois. J'entends bien qu'il y a une facilité aujourd'hui chez beaucoup de dirigeants écologistes qui nous disent que c'est en fait la même chose. Vous savez que comme quand on nous expliquait dans l'extrême gauche jadis que le féminisme, ça n'était qu'un des versants de la question sociale. Non, ce n'était pas vrai. Il y avait une dimension proprement féministe différente de la lutte des classes. Ici aussi, je crois qu'il y a quelque chose à chercher parce que ce n'est pas
fondamentalement la même chose, la lutte écologique et la lutte contre les injustices sociales. Je crois en tout cas qu'il n'y aura de restauration démocratique que si on assiste en même temps à une régénérescence sur le fond de la politique. Il faut que la question politique, les enjeux de fond de nos sociétés, soient au centre du débat et soient perçus comme tels par les peuples, qu'il ne s'agit pas seulement de rénover, régénérer les méthodes du fonctionnement de nos démocraties, mais réellement d'y réinjecter du débat politique. Sans quoi, plus encore que la victoire des populistes, par laquelle passeront forcément un certain nombre de pays, le plus probable me paraît être, dans la version pessimiste, si rien ne se passe, une évolution de nos démocraties vers une société à l'américaine. C'est-à-dire une société dans laquelle, sur les combats locaux, il y a une réelle participation et un intérêt citoyen. Sur la possibilité de créer ou pas une nouvelle station-service à l'entrée de la ville, alors oui, les citoyens ont envie de se mobiliser, il y a des associations très nombreuses, souvent des référendums, une vie démocratique très active. Mais dès l'instant que ça se passe au niveau de l'État, a fortiori au niveau national, fédéral, alors ça n'intéresse plus personne et on a plus de 55% d'abstention, y compris dans l'élection la plus importante au niveau national. Je pense que ça, c'est hélas un modèle qui nous menace tout à fait. Bref, si j'en termine par cette histoire des modes de fonctionnement de la démocratie, je crois décidément que nos modèles vacillent. Je crois qu'on ne peut que remettre en cause la démocratie purement représentative. En fait, comme je trouve bien dit Agathe Cagé dans un des débats d'hier, la régénérescence de la démocratie, c'est l'injection à tous les niveaux des méthodologies de la démocratie participative au sein de la démocratie représentative. Je suis persuadé que nous avons une nécessité d'une conjonction, d'évolution de fond de la politique et d'une forme accrue de participation citoyenne, non seulement au niveau local, où ça existe déjà pas mal et où c'est plus facile à faire, mais aussi au niveau national, voire au niveau européen. Et puis, il reste, j'ai entendu beaucoup de choses ici pendant ces 3 jours, ce que deviennent les individus à l'heure du digital. En face des possibilités permanentes et réelles de participation citoyenne grâce à Internet, on n'a pu qu'être frappé, Comte Sponville en parlait encore tout à l'heure, on ne peut qu'être frappé par la haine, la bassesse qui se sont emparés de nos réseaux sociaux. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des associations de ce type, nous ont expliqué les progrès participatifs que permettait de faire Internet, mais on ne peut pas ne pas être effrayé par ce déferlement de haine sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Quand je pense que l'une des préconisations de Macron pendant sa campagne, c'était la fameuse bienveillance, je me dis que décidément, ça n'est pas ça qui est à l'œuvre et qu'il nous faut réfléchir à ça quand on veut, comme c'est mon cas, comme c'est le vôtre, mettre le citoyen au centre du dispositif politique. L'un des moments où j'ai été le plus irrité en regardant la vie politique depuis des années, ça doit être le moment où une candidate à la présidente de la République, échevelée, faisait crier à une foule en délire « Fraternité !» Eh bien pourtant, je vais vous dire, au risque de me contredire, face à cette malveillance permanente, face à cette haine, j'ai bien envie, au nom de la démocratie participative, de dire à tous « Fraternité !» Je voudrais, avant de conclure, que l'on remercie très chaleureusement nos 2 amis qui, pendant 3 jours,
non-stop